C'est l'heure du face-à-face entre David Revaud-Dallon de la revue Hémicycle et Pierre Jacquemin du magazine Politis. Bonjour à tous les deux. Bonjour Roselyne. Alors vos unes respectives, Pierre? On revient sur ces figures qu'on dit intellectuelles médiatiques, Caroline Fourest, Enthoven, Rachel Kahn, Sophia Aram, et on essaie de déconstruire leur discours qui passe pour un discours intelligent. Et qui ne l'est pas, en fait. Qui repose sur pas grand-chose souvent. C'est du brutal, comme Oui, dirait l'autre. c'est du brutal. Vous, toujours la une Toujours la même une sur trimestrielle. les Jeux Olympiques, puisque nous Bon, sommes toujours un trimestriel, alors, et les Jeux avec le feu qui se sont, on l'a vu, bien passés en dépit des pressions et des risques. Et la politiques. nouvelle une, ça va arriver? Ça sera dans quelques semaines. Et beaucoup D'accord. plus politique, et ça va vous plaire, Roselyne. Très bien. Alors, combien de temps cette fois si pour trouver un gouvernement, maintenant que Michel Barnier est à Matignon, le nouveau Premier ministre consulte à son tour. Du côté des macronistes, son prédécesseur Gabriel Attal fixe des conditions au futur gouvernement et défend une logique de construction tout en se disant en droit d'être exigeant. Est-ce que les ennuis commencent ? Bien sûr, les ennuis commencent, on le sait, dès le premier jour à Matignon. Il voulait aller vite. Michel Barnier, il avait annoncé son ambition de nommer un gouvernement dès ce week-end. Et je crois que, comme d'habitude, l'enfer de Matignon, à peine installé dans le fauteuil, dans le cockpit, s'impose à lui. Et déjà, le casting du gouvernement, on va en parler, s'annonce beaucoup plus compliqué que prévu. C'est-à-dire que, paradoxalement, Michel Barnier, c'est le Premier ministre du fameux bloc central et de LR, c'est-à-dire de ce qui reste de la Macronie et des Républicains. Mais même les Républicains et même les macronistes font pression sur lui et ne lui donnent pas, c'est l'expression consacrée, un blanc-seing. Donc, quand on sait que de l'autre côté, le NFP lui promet une motion de censure d'emblée et que le Front National, le Rassemblement National l'a mis sous surveillance, on souhaite bonne chance au nouveau Premier ministre. Et puis, bien sûr, il y a les dossiers qui le saisissent tout de suite à la gorge. Et bien sûr, le budget, on l'a vu, qui est quasiment une mission impossible pour lui, puisque on se retrouve avec un déficit beaucoup plus important que prévu, à 5,6%, qui va rendre l'équation budgétaire extrêmement délicate. Ouais. Pierre, sur le perron de Matignon, Gabriel Attal a fini son discours en disant qu'il partait comme un homme, qu'il serait un homme libre. Donc, est-ce qu'il rentrerait-il en rébellion? On sait qu'il n'a pas digéré la dissolution. Donc, est-ce qu'il peut mettre des bâtons dans les roues de Michel Barnier? Oui, est-ce qu'il le fera? Je n'en suis pas sûr. Lui aussi, sa tâche va être un peu compliquée parce que les macronistes fuient aussi la Macronie. On voit qu'il y a des départs avant même que le Parlement soit de retour à l'Assemblée. On voit qu'un certain nombre de députés dits macronistes filent dans les rangs du MoDem, filent dans les rangs de Horizon, le parti d'Édouard Philippe. Donc du coup, sa tâche à lui ne sera pas simple. Maintenant, ce que vous avez énoncé, le propos qui a été celui de Gabriel Attal, effectivement, au moment de la passation, était intéressant parce que c'était quand même un discours, peut-être pas de candidature à l'élection présidentielle, peut-être pas non plus de candidature à la mairie de Paris, mais quand même un discours de candidature à quelque chose. C'est-à-dire que je vais continuer à exister, je serai un homme libre, mais je vais continuer à exister. Et je disais que c'était pas simple parce qu'on sait qu'il a possiblement des prétentions pour la mairie de Paris. On sait que Rachida Dati, sa collègue du gouvernement, a ces mêmes prétentions et que donc du coup, il s'adresse aussi à tous ces gens-là. C'est-à-dire que tous ceux qui veulent être les héritiers du macronisme ou les héritiers de la droite, ils postulent aussi à être cet héritier-là et à être le premier d'entre eux, soit pour la mairie de Paris, soit pour l'Élysée, s'il devait y avoir une élection soit anticipée, soit celle de 2027. Donc Gabriel Attal est dans cette stratégie-là. Il va être à la tête du groupe dit des anciens, de l'ancienne majorité présidentielle. Mais je ne vois pas très bien, compte tenu du fait et des premiers éléments qu'on a de la politique qui va être celle de M. Barnier, comment Gabriel Attal, qui a mené une politique de droite, qui a toujours accompagné la politique de droite d'Emmanuel Macron, pourrait être en désaccord avec Michel Barnier, y compris sur les questions de l'immigration. Ils sont quand même allés très loin, Gabriel Attal et ses camarades de macronistes. Alors, considérer qu'ils pourraient censurer, ou en tout cas, ils pourraient ne pas être d'accord avec Michel Barnier, parce que ce serait renoncer à leurs valeurs. J'aimerais bien savoir quelles sont leurs valeurs aujourd'hui, parce qu'ils les ont déjà quand même bien mises de côté. Enfin, le marge de manœuvre de Barnier va être délicate, parce que pas trop penché à droite, hein, et d'un autre côté, personne à gauche ou même gauche social-démocrate, personne n'ira a priori. Donc, et puis les positions, effectivement, sur l'immigration, avec une rumeur qui est évoquée d'un ministère de l'immigration, ça plairait à la droite et au RN, mais pas aux centristes. Alors sur le ministère de l'immigration, il a déminé lui-même la rumeur. Michel Barnier, il a expliqué qu'il n'en créerait pas. Juste un mot sur le discours de départ de Gabriel Attal.
Attal, c'est vrai que c'était presque un discours de politique générale, enfin un peu plus axé sur son bilan, mais il a défendu son bilan, il a défendu sa politique, il a été extrêmement long, ce qui est à la fois pas usuel et un petit peu discourtois à l'égard de Michel Barnier. D'ailleurs, on l'a vu, ce dernier lui avait fait un petit... Est-ce que je peux dire un mot, un petit retour de bâton? Après, je pense que la question de la position droitière, on va dire, de Michel Barnier sur l'immigration, c'est d'abord et avant tout un défi posé au groupe macroniste, qui finalement va passer celui-ci au tamis ou au révélateur. On sait que la Macronie ne tenait que par et pour Emmanuel Macron, ça a été dit. La Macronie, elle est en train de s'effriter, vous l'avez dit Pierre, certains filent avec armes et bagages chez Édouard Philippe ou chez François Bayrou. Et finalement, cette question de l'immigration, on avait vu que c'était, à un moment du projet de loi immigration, c'était la question qui avait fait finalement le plus éclater, le plus diviser ce groupe. Et donc aujourd'hui, la question est encore posée. On a eu hier les journées parlementaires du groupe Ensemble pour la République, nouveau groupe En Marche, et on a vu que c'était véritablement une ligne rouge, et que d'un côté, l'aile droite de la Macronie, les anciens de LR, en gros, sont tout à fait d'accord pour suivre Michel Barnier sur ses positions, et de l'autre, l'aile gauche place ça comme une ligne rouge. Donc en réalité, ça va d'abord et avant tout poser la question de l'unité et de la cohésion au groupe macroniste, qui risque quand même d'éclater. Mais en boomerang, évidemment, si le groupe macroniste éclate, ça veut dire que s'il y a une scission, mettons, ça veut dire que ça fait encore moins de voix de soutien pour Michel Barnier, qui est déjà très très court. Et après, force est de constater que les prises de position, ça a été dit qu'il avait défendu pendant la primaire LR de 2021, si ma mémoire est bonne, oui c'est ça, 2021, quand même, c'est en résonance absolue avec les positions du Rassemblement national. Il y avait le moratoire, et il y avait la question des remises en cause des juridictions et des traités européens par rapport à l'immigration pour assurer la suprématie des juridictions françaises sur l'Europe, ce qui d'ailleurs avait valu à l'ancien commissaire européen beaucoup de reproches de la part de ses anciens amis à Bruxelles. Donc voilà, donc un vrai défi stratégique. Et cette question de l'immigration, et d'ailleurs on constate que hier, pour finir là-dessus, devant le groupe macroniste, il n'en a absolument pas parlé. Oui, il a parce évité que c'est bien sûr rouge. le sujet qui fâche. À Gérard Larcher, Emmanuel Macron a dit je serai un président qui préside, j'étais un président qui gouverne. Est-ce que ça ressemble pas en quelque sorte à une forme de cohabitation de dire ça? Mais c'est ce qu'ils vont vouloir nous faire croire. Ouais. D'ailleurs, vous voyez un peu, on en a souri, c'est-à-dire la pique, que Michel Barnier a lancée à Gabriel Attal, en lui expliquant qu'il avait beau lui avoir mis des dossiers sur la table, il pourrait, en tant que Premier ministre, quand même choisir les dossiers qu'il va vouloir reprendre. Une petite... oui, je ne sais plus quelle était la phrase exacte. Sa marge de manœuvre ou sa plus-value. Il avait ses propres priorités, qui n'étaient pas celles de Gabriel Attal. Il y a eu une espèce de mise en scène des désaccords et des différences pour montrer que Michel Barnier n'était pas à la continuité de la politique de Gabriel Attal et de la politique globalement d'Emmanuel Macron. Et vous savez, je ne cesse de le répéter dans cette émission, j'ai toujours pensé, et d'ailleurs ce que dit Gérard Larcher ne fait que confirmer ce que je dis depuis maintenant le début de la Macronie, c'est que la Macronie est soluble dans les Républicains de la même manière que les Républicains sont solubles dans la Macronie. Et c'est ce qui est en train de se dérouler. Michel Barnier est celui qui va faire fusionner ces droites-là, la droite macroniste et la droite des Républicains. Il va participer finalement de la recomposition de la droite sur un angle qui va être un angle quand même beaucoup plus radical que l'on a connu de par l'époque Chirac ou ce qu'on appelle la droite sociale, la droite gaulliste. Voilà. Donc ils sont en train de réinventer cette droite, ils sont en train de consolider cette droite avec le blanc-seing de Gérard Larcher qui, on le sait jusqu'à maintenant, refusait systématiquement toute participation au gouvernement, quel que soit le gouvernement d'Emmanuel Macron. Donc c'est ça qui est en train de se passer. C'est la confirmation qu'Emmanuel Macron est un homme de droite. La servi à ça en fait. Si vous me permettez cette métaphore à la fois animalière et cinématographique, c'est un peu le guépard, Michel Barnier. Tout change pour que rien ne change. Moi, je suis assez d'accord avec Pierre. En réalité, la fusion LR-macroniste, elle existe depuis le début, depuis 2017. Édouard Philippe. Quand même des petits accros. Oui, mais on avait quand même toute une partie des LR qui, par l'odeur alléchée, avait rejoint le navire macroniste, s'était embarqué. Bruno Le Maire, Gérald Darmanin, Sébastien Lecornu et quelques autres. Enfin, vous avez quand même une partie de LR qui est déjà partie depuis 7 ans avec armes et bagages. Et bien sûr, les électeurs.
LR, sans compter les personnalités. Donc les LR, canal historique, qui restaient un peu à l'écart, se tâtaient, hésitaient, votaient parfois avec la majorité, l'ex-majorité macroniste, hésitaient à rejoindre le navire, mais aujourd'hui, on assiste à la véritable fusion-acquisition. Donc en réalité, moi je suis assez d'accord avec cette analyse. Michel Barnier, il va continuer la même politique avec d'autres moyens, avec son style, avec un peu plus de LR, avec effectivement des républicains qui seront plus affirmés et mieux dotés sur le plan ministériel et gouvernemental, mais grosso modo, ça ne va pas changer grand-chose. Et on a vu que sur les grands sujets, en réalité, il y a vraiment une convergence de vues sur le budget, sur l'économie, sur les impôts. Ça vaut beaucoup pour l'économie. Je suis désolé, c'est quand même quasiment blanc-bonnet et bonnet bon, blanc. donc la clarification des législatives, elle est là. Oui, mais c'est peut-être que c'était la clarification qu'Emmanuel Macron voulait, mais c'est certainement pas la clarification que les Français ont voulu. Je sais qu'il est toujours compliqué d'avoir une espèce d'affirmation de les Français ont voulu que, mais il y a quand même une espèce de hold-up démocratique. Enfin, vous vous rendez compte que le parti qui est arrivé en dernier aux élections législatives, c'est quand même les Républicains, c'est eux qui se retrouvent à devoir composer un gouvernement aujourd'hui, avec à sa tête le dernier des Républicains. Oui, je sais pas, mais des Républicains qui va devoir composer un gouvernement avec la droite qui est arrivée en dernière position des législatives. Ouais. Et rappelez-vous aux élections présidentielles, le score de Valérie Pécresse. Ce que je veux dire, c'est que c'est quand même le plus petit dénominateur commun, qui est sans doute dans la filiation intellectuelle et politique d'Emmanuel Macron, mais qui va demain gouverner le pays. Enfin, qui déjà gouverne le pays, mais avec sans doute beaucoup de LR, et donc avec un angle très à droite, et puis avec la surveillance, ça a été dit à plusieurs reprises, de l'extrême droite. Mais pardon, par exemple, quand le Parti Socialiste refuse d'aller voir Michel Barnier, il dit on attend le discours de politique générale, mais le gouvernement sera formé avant le discours de politique générale. Oui, allez savoir. Non, mais franchement, est-ce que c'est pas, ça ne manque pas, montre un côté un peu brutal. On sait qui est Michel Barnier, mais quelle est la personnalité de gauche qui va vouloir aller cautionner une politique de droite, voire d'extrême droite, y compris sur les questions d'immigration qu'on a évoquées. Il y a à boire et à manger, comme dirait l'autre. Non, mais il n'y a pas à boire et à manger. Michel Barnier. Qui est-ce qui a dit ? Je ne sais plus qui a dit. Je crois que c'est Olivier Besancenot. J'ai beaucoup aimé cette formule parce qu'elle est très juste. On a vu beaucoup de gouvernements de gauche mener des politiques de droite. On n'a jamais vu un gouvernement de droite mener des politiques de gauche. Et ça, c'est vrai. Donc je ne crois pas que Michel Barnier, quand même, il veut trouver des personnalités issues de la gauche, mène des politiques de gauche. Il faut arrêter de se prendre les gens pour des... Les communistes iront, par exemple. Mais ils iront, non, ils iront au rendez-vous par courtoisie, c'est très bien. Voilà, donc, vous avez vu la date à laquelle il les a convoqués ? Le 17. C'est le 17. Franchement, c'est pas très élégant. En tout cas, force est de constater que pour l'instant, le Parti socialiste, en dépit de profondes divisions, il est cassé en deux, le PS. Il y a une moitié des socialistes qui reprochent à Olivier Faure et à l'autre moitié d'avoir refusé de donner leur soutien à Bernard Cazeneuve, qui aurait pu sans doute devenir Premier ministre, même s'il n'y a pas que ça, et même si, bien sûr, Emmanuel Macron joue de cette division des socialistes pour camoufler le fait que lui aussi ne voulait pas finalement, lui non plus ne voulait pas de Bernard Cazeneuve, tout simplement parce que Bernard Cazeneuve voulait détricoter la réforme des retraites. Mais force est de constater pour l'instant, ça tient. Même les opposants à Olivier Faure, je pense à Carole Delga, Nicolas Maillard-Rossignol, Hélène Geoffroy et quelques autres, ne veulent pas rejoindre le gouvernement Barnier. Donc s'il attire des socialistes, ce sera d'ex-PS en rupture de banc. On pense toujours aux mêmes. Manuel Valls, Ségolène Royal, etc. Donc de ce côté-là, c'est bouché. Après, la vraie question pour Olivier Faure, et quand même, c'est quand même une question importante. Est-ce qu'il va continuer longtemps à rester scotché dans cette alliance et notamment à être à la remorque de Jean-Luc Mélenchon et des Insoumis ? C'est quand même une vraie question. Il y a la moitié de son parti qui est, et même un petit peu plus, puisque je crois que l'un des ensembles des opposants font 51% au dernier congrès. Est-ce que l'ensemble de ses opposants n'est pas d'accord avec cette ligne et veut qu'Olivier Faure se détache et arrêter de rester scotché? Et quand même, Olivier Faure, je suis désolé, mais connaissant l'histoire du Parti Socialiste, l'histoire d'Olivier Faure lui-même, qui est quand même un pur produit du hollandisme. Enfin, c'était le directeur de cabinet adjoint à l'époque où je suivais le PS, et ça remonte à il y a déjà une bonne quinzaine d'années, à Solferino. Et donc, on le voit aujourd'hui scotché à Jean-Luc Mélenchon, tout simplement, pardon, mais pour quelques Marocains, pour quelques sièges de députés sonnants et trébuchants et à plat de lentilles, disons-le, c'est quand même un peu désolant. C'est pas quelques sièges, ils ont plus que doublé leur nombre de députés. Je veux dire, on a reproché à Olivier Faure d'avoir été la locomotive. C'est ce que vous allez nous dire. Non, mais ce que je pense, c'est qu'effectivement, à un moment donné, Olivier Faure a eu l'humilité de penser que le Parti socialiste n'était plus la force hégémonique à gauche. Donc il fallait bien reconnaître qu'il y avait une force hégémonique qui a été la France insoumise. Donc parce que pour autant, il fallait aller baiser la babouche de Jean-Luc
Jean-Luc Mélenchon. Ce que je crois, c'est que se c'est mettre quand même sous son compliqué. hégémonie, je ne suis C'est pas compliqué d'avoir envie de reconstruire la gauche sans la première force politique qui est celle de Jean-Luc Mélenchon. Maintenant, il y a eu 2017, il y a 2022. Depuis 2022, les rapports, enfin même y compris d'ailleurs aux dernières législatives, les rapports de force au sein de la gauche sont plus du tout les mêmes. C'est quasiment à égalité avec le Parti Alors socialiste. pourquoi continuer à se Mais mettre dans la route de Jean-Luc Mais il faut arrêter de Mélenchon dire qu'il continue. Ah bah si, Mais il faut arrêter de dire qu'il continue. C'est la Il y chambre a- d'écho ce que je veux dire, c'est qu'il a réussi Pierre. un exploit quand même, Olivier Faure. Il a réussi un exploit, Olivier Faure. Vous C'est de défendez redonner un une discours. crédibilité de gauche au Parti socialiste. Vous n'aviez pas une seule manifestation où les socialistes pouvaient aller il y a encore quelques années parce qu'ils étaient hués, sortis, parce que c'était les héritiers oui, de Hollande, d'accord. etc. Olivier Faure a eu le courage, je trouve, c'est rare en politique, le courage d'assumer que le Parti socialiste était un parti de gauche et qu'il fallait rompre avec la logique qui était celle de du social-libéralisme ou de la social-démocratie comme social-démocratie populaire, comme veulent le laisser entendre les opposants à Olivier Faure. Donc non, je pense qu'Olivier Faure a été un des derniers courageux du Parti socialiste qui a remis le Parti socialiste sur sa gauche. Mais ça vous plaît pas parce que vous préférez qu'il ait un discours de droite. Je trouve qu'Olivier Faure est courageux, pardon, mais au vu de ce qui s'est passé depuis les élections législatives anticipées, ce sont deux mots qui ne vont pas bien ensemble, comme auraient dit les Beatles dans la chanson Michel. Mais en tout cas, ce qui est force est de constater qu'aujourd'hui, il aurait pu faire entendre sa différence. Il aurait pu dire à Cazeneuve, par exemple, oui, mais à un certain nombre de conditions. C'était Mais une non, chance de il est revenir. resté Et là-dessus, accroché sur le cas sur la nomination de Lucie Castet. Oui. Et souvenez-vous Mais là-dessus, il que même était aux journées de rentrée du Parti socialiste à Blois, il a fait son discours avec Lucie Castet à ses côtés, comme si Lucie Castet était l'alpha et l'oméga, alors que tout le monde sait Mais il fait pertinemment pas- oui. qu'elle ne sera jamais première Pierre, ministre et que ça ne marchera le jamais. Parti Barnier, Pierre. Michel Voilà, Barnier. ça c'est pas sympa. Michel Barnier réveille en quelque sorte la droite qui était en réanimation en mettant quelqu'un de gauche, c'est-à-dire un Cazeneuve. Peut-être que le Parti socialiste se serait réveillé et aurait Arrêtez, donné. Roselyne, Pardon, vous avez, les- vous pas- non, franchement, mais- non, mais droit dans c'était les le yeux, même- Roselyne, droit dans les yeux, vous avez pensé un instant qu'Emmanuel Macron demeurait un Premier ministre de gauche, mais jamais de la vie, jamais de la écoutez, vie, ça a il ne été- voulait quelqu'un qui défasse, qui allait défaire les mesures qui ont été celles qui ont été C'est les pas plus faux, structurantes. Mais c'est c'est pas évident, faux. jamais il n'est venu à l'esprit d'Emmanuel Macron de nommer un Bernard Cazeneuve, encore moins une Lucie Mais alors, Castet. qu'est-ce que vous faites de l'élection de Glucksmann, par exemple? Parce que la gauche dit on nous a volé l'élection, mais ceux qui ont voté pour Mais Glucksmann... oula, on revient pendant très les- en arrière, là, on vient aux européennes. Ah oui, mais enfin bon... Mais on a pardon, mais voté là 3 aussi, fois c'est quand même depuis Olivier quelques Faure mois. qui scelle un accord avec Place Publique. Il faut arrêter de dire que Olivier Faure n'est pas, enfin, il n'a pas fait le choix de Jean-Luc Mélenchon à ce moment. Il a fait le choix d'ouvrir le Parti socialiste comme il l'avait fait aux dernières européennes, en nommant une personnalité qui a des engagements forts sur les questions On lui des a pas droits humain. volé son élection, on lui a pas volé son scrutin. Mais à qui? À Glucksmann. Mais Bah, il y avait pourquoi quand il même- aurait été quoi, il a fait volé quoi, son à élection? 14 on en parle. Bah, il a fait enfin, je veux 14, dire- la France Insoumise, il a fait même pas 14, il a fait 13 et un peu plus de Oui, un peu bon, plus de 13. c'est pas- Et la France c'est Insoumise pas- a fait un peu plus de 9, presque 10. Bah, d'ailleurs, c'est- presque 10. C'est-à-dire, peu mieux. Oui, c'est beaucoup mieux, mais c'est pas non plus un renversement oui, des rapports de force à gauche. Non, mais vous le disiez vous-même, si on compare avec Mais- les scores de la présidentielle, Ah non, mais c'est un certain. renversement. Ah, c'est totalement un renversement. C'est pour ça que je dis que le pari d'Olivier Faure et le bilan d'Olivier Faure, c'est aussi tout ça. Donc je trouve que ceux qui l'attaquent aujourd'hui oublient un tout petit peu que justement, il a remis le Parti socialiste sur les rails de la gauche, et c'est Oui, quand même enfin, pas rien. En C'est quand l'occurrence, même sur pas les rien. européennes, c'est plus Raphaël Glucksmann qui est un extérieur au PS, puisqu'il a son propre Très mouvement bien, de mais place publique, ce que je veux dire, c'est Olivier que Faure. ça n'allait pas de soi qu'Olivier Faure devait choisir absolument Raphaël Glucksmann. Ça a quand même été le choix d'Olivier Faure. Oui. Enfin, je veux dire, il aurait pu faire un autre choix, Olivier Faure à la tête du Parti socialiste. Ça a été son choix. Voilà. Je pense que ça fait partie de son bilan. La qualité de la candidature de Raphaël Glucksmann, quand même Oui, elle oui, est oui. clivante à gauche, ça fait partie du bilan d'Olivier Faure. Il n'y aura pas de requiem de fort cette émission. Mais vous voulez que la, Mais voulez que la non, gauche mais soit de pas- droite. C'est ça le problème, Rosine. Non, parce que vous considérez que Bernard Cazeneuve, c'est la gauche de droite. C'est pour C'est la droite de la gauche, ouais. En tout cas, il aurait pu être Premier ministre et il Et- vient quand et- même du et Parti notez- socialiste et il a été Et Premier notez ministre. quand même de que moi, François Hollande. c'est fini, ce que je c'est trouvais étonnant, c'est qu'il a fait quoi? Il n'a pas fait la campagne des européennes, il n'a pas fait la campagne des législatives. Florent. Bernard Cazeneuve, c'est quoi le projet de Bernard Cazeneuve? On n'en sait rien. Allez, merci à tous. On se fait disputer dans l'oreillette. Merci à tous les deux. On se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles aventures.